Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur What Is It Radio pour un épisode de Trompette Mania. Le premier épisode. Premier épisode, une émission entièrement dédiée à cet instrument mythique, la trompette, sa sonorité, son histoire, ses figures légendaires et les disques qui l'ont façonné. Alors chaque épisode, on se retrouve autour d'un vinyle, d'un trompettiste et d'un album particulier. On décortique le son, les musiciens, le contexte, tout ce qui a fait la magie de cette musique, vue à travers le prisme de la trompette. Seb et moi-même, moi je suis trompettiste et producteur, et ensemble on va essayer de plonger dans les secrets de cet instrument à travers nos écoutes, nos discussions, parfois techniques et parfois juste passionnés. Seb qui est passionné de musique, de visuel, de découverte, qui a toujours eu l'envie de comprendre comment naît un grand album de jazz, de funk ou de soul, et surtout ce qui fait vibrer les trompettistes. Je résume bien ? Ouais. Bref, ici on écoute, on apprend, on partage et surtout on prend le temps de savourer le son de la trompette. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Mais voilà, pour compléter un petit peu, pour compléter cette introduction, l'idée pour moi était vraiment de pouvoir creuser un petit peu plus l'aspect technique d'un instrument. Donc à travers cette passion que j'ai pour la musique, sans être moi-même musicien, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de kiff, il y avait plein de coups de cœur sur certains albums, mais sans forcément comprendre la profondeur de ces coups de cœur, le pourquoi du comment. J'avais l'impression de rester à une certaine couche de compréhension et d'analyse de ces albums. Et c'est là où je me suis dit pourquoi pas en profiter en fait pour pouvoir échanger avec toi, qui a justement cette connaissance technique de par le fait que tu es musicien professionnel. En plus d'être musicien, tu as un label, donc toute la partie enregistrement et production, tu la connais. Là où moi je la découvre. Donc voilà, à travers cette passion pour la programmation, pour la mise en avant de musiciens et de concerts, voilà, je me suis dit, là on va essayer d'aller un step plus loin. Et donc je me positionne comme l'auditeur qui a un gros coup de cœur et qui a envie d'en apprendre plus et qui va profiter vraiment de ton savoir et de ton expertise pour essayer d'en sortir avec un petit peu plus d'infos sur un projet que l'on aime. Ici en l'occurrence on est sur le Takuya Kuroda Rising Sun. Je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment le pourquoi j'appréciais autant cet album. Alors, on va en parler, hein, mais bien sûr le côté un petit peu, comme je le dis trop souvent, peut-être un peu boom bap, tous ces liens un peu hip-hop en faisaient pour moi un choix évident. Mais au-delà de ça, on va essayer d'aller sur toutes les pistes qui en font un album assez incroyable. Alors aujourd'hui, il y a plein de points que j'ai sur ma liste. Alors à nous de voir dans quel ordre on a envie de les discuter, si je peux dire ça ainsi. Il y a l'aspect trompettiste, Takuya. Sur sa carrière, sur qui il est, d'où il vient. Il y a l'aspect vinyle, la production, parce qu'il a fait plusieurs albums, sur cet album en particulier, sur le choix de son équipe, sur le choix des musiciens. Il y a aussi la présentation un peu de l'instrument à travers Takuya, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que Takuya sonne comme ça avec cette trompette, et si c'est un nom de trompettiste, est-ce que ça aurait pu fonctionner, donc l'aspect de la trompette. C'est déjà pas mal d'aspects. Tu veux qu'on écoute un petit morceau ou on rentre directement dans le vif du sujet ? Pour moi, on peut partir sur une petite intro. Peut-être tu nous présentes alors, qui est Takuya, le côté From Japan to oui. New York. Alors on va commencer par présenter un peu Takuya et sa musique. Alors Takuya, il vient de Kobe, au Japon. Où il joue dans le big band de son école. Il y a le côté aussi aux États-Unis où il y a la pédagogie musicale qui commence assez tôt, mais la pédagogie musicale déjà jazz, de la culture jazz qu'on n'a pas en Europe, où on va apprendre de la flûte à bec au maximum, tu vois. Et donc il commence souvent assez tôt. Donc il joue dans la big band de son école. Et Au Japon, pas aux États-Unis. Au Japon, et il emménage à New York en 2003. Il est fan de big band et de Count Basie. Et il a déjà cette envie de mélanger l'afrobeat, le jazz, la funk, l'R&B.
Et il y a des mélanges qu'on retrouve souvent, je trouve, entre autres dans la nouvelle scène UK Jazz, où il y a souvent l'association qui revient de plus en plus, hip-hop jazz, R&B jazz, mais afrobeat funk, je trouve un peu moins. Et lui, il y a ces petites touches, c'est comme si dans un plat que tu allais manger, il y a tout d'un coup des épices en plus qui donnent plus de saveur, je sais pas comment expliquer. Et j'ai l'impression qu'il y a lui ces petites connotations funk afrobeat qui se rajoutent au R&B et au hip-hop qui donnent un peu cette saveur particulière. Il fait son cursus alors après à la Berklee School of Music de Boston. Ça, c'est une école vraiment dans le milieu du jazz qui est considérée comme la meilleure école. Et j'ai l'impression que les musiciens qui sortent de là, en général, c'est difficile de ne pas avoir une carrière derrière. C'est vraiment une base très très solide. Donc, Boston plutôt que New York. Boston, mais il a fait les deux en fait, parce qu'il a fait Berklee School of Music de Boston, et puis après il a été à New York et il a terminé son cursus à la New School de New York. Et c'est là où il a rencontré, on en parlera un peu plus tard, Rosey James. Et on parlera d'ailleurs de l'implication des rencontres à l'école en fait quand tu fais ton cursus. Et ce que je peux dire aussi sur Takuya, on a tous les deux un peu regardé des interviews pour préparer l'émission. Moi, ce qui m'a choqué, enfin c'est pas choqué, qui m'a vraiment marqué, c'est son humilité. Et on en reparlera d'ailleurs sur le pourquoi tu aimes cet album, parce que je pense que ça joue énormément. Et donc c'est l'humilité par rapport à son pays d'accueil et le profond respect pour la culture musicale américaine et son besoin d'emprunter les codes de sa ville adoptive. Il a jamais vraiment essayé d'inclure sa culture japonaise et je crois que ça lui est même pas venu à l'esprit. Il s'est vraiment senti chanceux de travailler avec des musiciens ricains. Et je pense qu'il a vraiment une admiration incroyable pour la musique et la culture américaine, et qu'il estime être dans son style de jazz, soul, hip-hop, groove les meilleurs. Et il y a dans une interview un mot qu'il dit que je trouvais ça assez intéressant. Il dit « Je suis l'invité de la culture américaine ». Donc ça, c'est un peu tout ce que je peux te dire sur Takuya. Et aussi que par rapport à sa musique, elle est vraiment ouverte aux autres. C'est vraiment quelque chose qui revient, je trouve, comme sensation, en fait. Et dans sa musique, c'est vraiment une musique qui est ouverte aux autres. Et je pense que la trompette, son instrument, parce que là on va en revenir à la trompette, c'est un instrument, je trouve, particulier par rapport à d'autres, c'est que tu peux pas mentir. Et du coup, l'humilité qu'il a humainement, quand il joue de la trompette, c'est un peu, faut se dire que la trompette, c'est vraiment la prolongation de son corps. Et donc c'est un peu comme un chanteur qui chante, qui a des mauvaises intentions, je pense qu'on va l'entendre, c'est dans le timbre de sa voix, dans les fréquences. Et la trompette a ce même, je trouve, paramètre, c'est que tu sais pas mentir à travers la trompette. Et quelqu'un qui a des bonnes énergies, de l'humilité, qui a vraiment qui est quelqu'un de profondément humain, tu le sens dans sa manière de jouer son instrument. Ok. Tu l'entends. Ok, voilà super. Pour Takuya. Mais oui, on lance un morceau ? Allez, let's go. Alors si on est dans l'ordre de l'album, on devrait arriver sur le Afro Blues.
Alors, on est toujours dans la découverte de Rising Sun de Takuya Kuroda et c'était Piri Piri. Et avant de passer sur la side B, on va parler un petit peu avec Seb de collaboration dans la carrière de Takuya Kuroda. Alors, Takuya Kuroda, il a rencontré Rosé James, qui était à l'école avec lui à New York, la New School. Je pense que Takuya, pardon, était une année avant Rosé James. Et ce qui est souvent, en fait, j'ai l'impression la naissance de groupes de jazz qui fonctionnent, il n'y a rien à faire, c'est les études, en fait. Et pendant les études, les rencontres que tu vas faire et des projets qui naissent des études, c'est vraiment le début les débuts de beaucoup de carrières de groupes et qui peuvent, en fait, mettre en confiance parce qu'il n'y a rien à faire. Quand tu es à l'école, il y a encore le côté académique, tu dois en prendre en confiance pour te lancer. Et ce premier groupe que tu vas souvent créer un ou plusieurs pendant les études, mais elle va te permettre de faire un peu le tremplin entre le côté scolaire et puis les vrais concerts et puis prendre la confiance. Et donc le fait que Takuya a eu quelqu'un comme Rosé James qui lui a dit bah, écoute viens dans mon band et qui faisait tourner avec lui, ça met en confiance de ouf parce que non seulement tu as une position où tu n'es pas en lumière, tu n'as pas la pression de devoir tout gérer ou assurer de ouf. Tu es vraiment en côté sideman où tu es quand même en arrière. Il faut que tu assures ta partie, mais tu n'as pas la même pression de réussite, de visibilité, de remplir les salles. Et ça te permet de te faire des marques. Et si en plus tu es en artiste, j'imagine que pour le cas de Takuya, il admirait Rosé James, qu'il aimait bien son travail. Ça met en confiance de se dire ok, ce gars-là, il me fait confiance, je peux jouer avec lui. Et puis dans les collaborations, y a DJ Premier, entre autres, avec The Batter Band, Ouais. dans lequel il a joué. Et donc, l'apport de toutes ces collaborations dans la création d'une carrière, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant parce que je pense que c'est là-dedans que tu pioches ton expérience et ça valide de tout. Ça va être ton expérience de comment tu gères la scène, comment tu gères tes soundchecks, comment tu regardes un peu comme si tu étais dans le backstage, comment le leader il gère aussi son groupe, comment il gère les égos, comment il gère les cachets. Et tout ça, en fait, même si c'est inconscient, ton magazine des infos. Et le moment où tu es prêt à éclore, là pour le coup c'est Rosé James au moment qu'il a dit bon maintenant Takuya vas-y c'est à toi c'est ton moment c'est à toi à te lancer. Mhm. Tout ça c'est toutes des choses que tu as accumulées comme confiance comme info quoi. Ouais. Ouais, oui, ben on en parlait encore hier. Il y a vraiment ce côté, dans le côté sideman, il y a presque un côté à prendre de manière non péjorative, mais stagiaire comme ça, où on profite vraiment d'un moment où on n'a pas la pression du professionnel quelque part. On se doit d'assurer, mais on est surtout là pour tendre grandes les oreilles et en apprendre un max. Et pour moi, c'était assez flashant de voir cette vidéo en recherchant justement le projet de DJ Premier dans lequel Takuya a pu tourner. La première vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est une vidéo de Dour 2016, je pense, donc presque 10 ans. Et je vous conseille d'aller la voir hein, sur YouTube. Dour, DJ Premier, le projet c'est... j'ai The un Batter trou. Band. Voilà. Et on y voit un Takuya à la trompette, mais en mode, voilà, parmi le band, il n'est pas du tout en lumière, il fait son taf tout gentiment, mais clairement, à ce moment-là, enfin, c'est vraiment un coup de flash. On comprend le pourquoi, encore une fois, on a tant aimé cet album en jouant avec un Primo sur scène, le côté scratch, le côté hip-hop, mais en étant uniquement concentré sur la trompette, ça ne peut que déteindre sur tout ce qui arrive après. Et, euh, et, et oui, enfin, on en parlera peut-être encore après, mais je pense que c'est important de dire Takuya aurait vraiment pu faire un album beaucoup plus hip-hop. Il aurait pu faire intervenir plein de guests, il aurait pu ramener du scratch, il aurait pu demander à Primo d'intervenir sur l'album. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait. Je pense que sa vision à lui était claire quand il est venu, quand il est parti pour les États-Unis. C'était le jazz. Mais un jazz avec des influences, avec une passion pour d'autres musiques. Et dans cet album, c'est vraiment ce que l'on ressent. Il est concentré sur son jazz, il est concentré sur la trompette. Et tout ce qu'on aime, toutes ces influences, elles y sont parsemées, mais vraiment à la juste dose pour faire de cet album ce moment
tellement incroyable. Je pense entre autres au batteur Nate Smith. Nate Smith. Ouais, on parlera des musiciens derrière. Oui, il a une équipe. Il apporte vraiment cette petite touche. Par moment, on a l'impression d'avoir un son à la Questlove. Takuya lui-même cite J. Dilla encore une fois parmi ses influences, entre autres avec Stevie Wonder, avec Miles Davis. Mais il cite quand même ce producteur hip-hop qu'on affectionne autant. Et dans la batterie, on ressent Dilla. On ressent ses kicks bien placés, légèrement sales comme on les aime, et c'est ça qui amène cette touche hip-hop à cet album, qui fait qu'il n'a pas besoin d'en faire des tonnes en fait. Sur sa trompette, c'est ce jazzman propre, on en parlera après parce qu'il y a quand même tout un travail sur la trompette, mais je pense qu'il a su s'entourer d'une assez bonne manière pour amener toutes les petites touches qu'il avait envie et pouvoir rester sur son jazz à lui, trompette. Enfin voilà, je sais pas ce que tu en penses. Ben, c'est super intéressant parce que j'avais pas lu un peu cet album de cette manière, mais je pense en effet que ce que tu as aimé dans cet album, et tu le dis très bien, c'est qu'il s'est concentré sur sa fascination pour la culture jazz américaine, et il a su prendre un petit peu les influences qu'il a et tout ce qu'il a appris avec DJ Premier, avec Rosie James, et au mieux de simplement se crédibiliser en invitant ces gens-là ou en invitant des featuring, comme tu dis, c'est qu'il a réussi à le transcrire dans sa trompette, tout simplement. Et il a été piocher ses influences et il l'a lui-même, il s'est fait confiance et il a traduit ça dans sa trompette. Et c'est une super bonne grille de lecture. J'avais pas pensé comme ça, mais ça me donne envie de le réécouter, mais non avec un autre prisme, une autre grille de lecture. Parfois, c'est intéressant de réécouter des albums. Après avoir découvert de nouvelles choses, tu écoutes de manière différente. Il y a plein de choses à écouter sur l'album, c'est ça qui est intéressant. Donc, écoute, moi, je te propose, je sais pas ce que tu en penses, de partir sur Mala. Ouais. Et ça nous permet peut-être de faire une petite transition sur la présentation de l'album en lui-même et de vous présenter vite fait Mala. En fait, c'est un morceau qui est au nom d'un DJ beatmaker qui a fortement influencé Takuya Kuroda, et particulièrement l'album de Mala qui s'appelle Mala in Cuba, qui est sorti sur Brownswood Recordings. Ça, c'est le label de Gil Peterson, sur lequel il y a des artistes incroyables comme Shabaka and the Ancestor, Kokoroko. Il y a même Lefto qui est signé maintenant là-bas. Et c'est un album qui raconte la rencontre entre le dubstep londonien et la musique cubaine. Et donc Mala qui collabore aussi avec Joe Harmon Jones. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, la réédition de cet album Takuya Kuroda, il y a un bonus track du morceau Everybody Love the Sunshine, remix par Joe Harmon Jones, qui n'est pas présent sur la première édition de Blue Note. Bon, on en parlera plus tard.
Bah là, sur l'album Rising Sun, sorti initialement il y a 10 ans, en 2014, et c'est sorti sur le label mythique Blue Note. Et Rising Sun marquait le premier artiste japonais à signer chez ce label. Alors, je vais pas commencer à citer toutes les récompenses. L'album a été acclamé par la critique en tout cas, et c'est hissé facilement à la première place des charts de jazz japonais. Bien que, comme on l'a dit plus tôt, Takuya était vraiment dans cette optique de retransmettre la culture américaine. Et donc cet album qui a été édité en édition assez limitée, si j'ai bien compris, a vite été vendu. Et donc il y a une réédition qui a été faite, mais pas par Blue Note, mais par le label londonien First World Records, qui ont sorti 2 albums de Takuya, Fly Moon Disoon en 2020 et Midnight Crisp en 2022. Il a déjà une belle discographie, et alors ça sera intéressant de lui poser la question, j'espère qu'on aura l'occasion un jour de lui poser la question, de sa discographie qui est éparpillée sur 3 labels, si pas 4, en tout cas 3 labels c'est sûr, ce qui n'est pas toujours commun, parce que j'ai tendance à croire, et de mon expérience, il y a certains labels qui aiment, une fois qu'en artiste ils sont convaincus de l'artiste, ils ont tendance à signer l'artiste pour 3-4 albums, parce qu'ils estiment que tous les moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour lancer l'artiste, au début il y a quand même un développement de carrière sur l'image, sur les gens qui vont l'entourer, mixage et tout ça, et que le label se dit bon, c'est un investissement, on va pas faire cet investissement sur un album, donc ils veulent avoir plusieurs albums. Et là je vois que Takuya a en tout cas la liberté, j'ai l'impression, de pouvoir changer de label. Alors le pourquoi du comment, ça serait intéressant de lui demander. Tu veux rebondir là-dessus ? Ouais, mais alors je pense qu'il y a vraiment plusieurs façons de voir le travail du label. Là tu parles du travail d'un... Là, tu parles d'un label qui fait un suivi total, qui a le full package et qui va travailler sur une forme de coaching, sur la communication, sur le lancement de l'image de l'artiste aussi. Ici, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu signes sur Blue Note, tu n'as pas le full package. Blue Note est assez big pour te dire, en gros, c'est une signature qu'on apporte sur le disque. Et oui, on signe juste pour la distribution, ou juste pour le pressage, et surtout pour le prestige. Ouais, c'est le fait de te dire, tu es sur Blue Note. Et je pense que c'est un petit peu ça qui se passe. Et je pense que du coup, dans le cas de Takuya, ce qui était intéressant pour lui, c'est d'avoir cet album incroyable sur Blue Note. Tout le monde s'est dit, ah ouais, quand même, sur Blue Note, une grosse visibilité, à partir de là, il peut repartir sur n'importe quel label, dans lesquels il a certainement des meilleurs deals, parce qu'à mon avis, Blue Note, je n'en suis pas certain, mais j'imagine quand même qu'ils peuvent mettre une certaine pression et avoir un deal avec lequel il ne reste pas grand-chose pour l'artiste, j'imagine. Le monde de la musique n'est pas c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui paieraient très cher. Oui. Dans l'autre sens, qui paieraient pour limite, pouvoir faire un album sur Blue Note. Certains artistes seraient prêts à payer pour être sur Blue Note, donc j'imagine que tu n'en tires pas le plus gros profit. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cette carte de visite. Et pour en revenir à la carte de visite et switcher légèrement, je pense qu'il y a l'effet Blue Note, mais je pense qu'on peut parler d'un album signature pour Takuya. J'entends par là vraiment un album qui définit un style, qui marque vraiment qui il est et vers quoi il va aller après. C'est un peu un album sur une carrière qui, voilà, on définit l'artiste, ou l'artiste se définit sur un album. Et je pense que le Rising Sun peut être qualifié comme ça d'album. C'est son album signature. Je suis totalement d'accord. Et du coup, voilà, le côté Blue Note, plus Blue Note, je comprends tout à fait. Après, en tant que collectionneur ou digger, ou avoir tous les albums sur Blue Note, c'est un peu joli. Tu sais que les pressages sont de qualité, que les covers sont canons. Mais c'est pas ça le plus important. Mais on le voit ici par exemple avec un artiste comme Makaya McCraven qui a commencé sa carrière sur International Anthem. De plus en plus maintenant, il a ses 2 ou ses 3 derniers albums sont... Alors je sais pas comment on définit ça, mais c'est coproduit ou co-lancé. T'as 2 labels qui se partagent un petit peu le lancement. C'est des coproductions, ouais. C'est des coproductions. Et je pense du coup que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Par exemple pour Makaya, le fait d'être sur International Anthem, il aime ce label, il les suit depuis le début, c'est cool. Mais est-ce qu'il y a un deal plus intéressant ailleurs pour promouvoir ou pour distribuer aussi de manière plus grande l'album ? C'est ça. Oui, j'ai vu ça assez récemment avec un album de Youssef Days, et j'étais étonné de voir carrément 3 labels sur le même disque en coproduction. Et comme tu le dis, il y a sans doute un label qui va s'occuper
de la partie distribution, l'autre label qui va s'occuper de la partie studio, l'autre qui va... Et donc, ils vont se départager le travail, quoi. Je pense que ça complique un peu les deals, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aujourd'hui pour un artiste. Enfin, je pense aux artistes belges. Je pense au travail que je viens de commencer chez Capitane Records. Le fait de se dire que parfois un artiste pourrait aimer la famille du label parce qu'il y a un côté hyper humain, mais en même temps aurait besoin d'un développement lié à son style musical qui le pousserait à aller vers un autre label. Et du coup, comment pouvoir collaborer sans quitter sa famille, quoi, tu vois. Ouais. Dans le sens où pour un label, comme tu l'as dit, il y a aussi le côté l'investissement du label qui quelque part se dit, si j'investis, j'aimerais bien qu'on continue à travailler sur du long terme ensemble. Comment ne pas rompre ce genre de collaboration? Je pense que ça fera le sujet peut-être d'une autre émission. Ça sera intéressant, une émission spécialement sur les labels et voir un peu surtout l'évolution, parce que forcément le milieu il change et du coup comment les labels s'adaptent à ça. Est-ce qu'ils commencent à faire des contrats plus à la carte, ce qui est aussi possible, alors qu'avant ils avaient des contrats très très figés. Ça sera intéressant. On est en train d'écouter là, un morceau qui est très intéressant sur cet album. Parce qu'il y a des choses à en dire, on pourra peut-être même le réécouter, ça c'est à toi de voir, Seb. C'est le morceau Everybody Love the Sunshine. Bon, voilà, désolé pour mon anglais vraiment moyen. Roy Ayers se retourne dans sa tombe. Roy Ayers, voilà, d'ailleurs c'est très bien, c'est en effet un morceau, un cover de Roy Ayers. Et alors l'historique de ce morceau est assez intéressant. Tu m'as expliqué ça hier, là j'étais choqué, je savais pas du tout. Ouais, c'est super chouette. Et c'est comme ça que ça nous permet aussi d'introduire Rose et James, on en a parlé, ils ont fait l'école à New York ensemble. Et en fait, il faut savoir que cet album, donc Rise Dixon, a été produit par Rose et James, qui a cru, je pense, en des premiers à vraiment croire dans les talents de Takuya Kuroda. Et comme on le disait tantôt, Takuya Kuroda qui a pu se tester dans le groupe de Rose et James, dans le groupe de DJ Premier. Je reviens un peu en arrière, mais du coup ça lui a permis d'essayer des phrasés et d'avoir la validation de gens qui lui disent mais gars, en fait ce que tu as fait là dans ce morceau là c'est nickel. Donc il a pu vraiment expérimenter et définir son identité musicale avant de sortir cet album, parce que tout le monde lui a dit gars mais non vas-y. Et donc Rose et James a produit cet album avec l'envie de proposer un album en grand public. Et ça c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que tu as vraiment aimé cet album, c'est que il a essayé de faire un album catchy et assez grand public, et c'est pas péjoratif, hein. Il a essayé peut-être de sortir du côté élitiste du jazz. On n'entend pas 1000 solos de tous les instrumentistes, c'est assez, ils vont droit à l'essence des choses, tu vois, c'est assez direct dans le mille. Et alors mais pour rebondir sur ça, je pense... J'ai pas l'impression qu'il y a un calcul sur le côté justement grand public, mais quand tu vois ce que Rose et James fait, quand tu penses qu'il a suivi DJ Premier, quand tu vois ses différentes influences par rapport au hip-hop, par rapport au groove, ses kiffs pour tout simplement Miles Davis, j'ai l'impression qu'il n'aurait pas pu faire autre chose, tu vois, que ce n'est pas un musicien à justement partir dans de l'expérimental ou dans une musique un peu plus élitiste, tu vois, et c'est juste un trompettiste. Et ça j'aime bien ce côté et c'est pas de manière péjorative quand je dis c'est juste un trompettiste. Le gars il est concentré sur son instrument, sur le développement de son instrument, sur son art, à avoir son son, et c'est là que tu vas intervenir par rapport à son son. Qu'est-ce qui fait que la trompette de Takuya, moi c'est un petit peu ça le truc aussi, c'est j'ai kiffé l'album, j'adore l'entendre jouer à la trompette. Maintenant, je comprends un petit peu mieux pourquoi j'ai tant aimé cet album, mais on en revient après sur le batteur, sur Rose et James. Donc il y a une série d'éléments que je n'avais peut-être pas calculés qui me font comprendre pourquoi j'ai aimé autant cet album. Mais après, par rapport à son jeu de trompette, qui reste relativement, je pense, simple, comme on vient de le dire aussi, on ne part pas dans du conceptuel, on ne part pas dans des recherches complexes, mais il a son son à lui que tu pourrais nous expliquer. À fond, mais je reviens souvent à ce mot-là hein, qui m'a marqué en le découvrant, c'est l'humilité. Parce que ça revient aussi là, il n'a pas été chercher des featuring, il n'a pas essayé de mettre des couches, tu vois, de remettre de la crème fraîche, de mettre du chocolat, de mettre des bueno, il n'a pas essayé de faire des caisses, comme tu dis, il s'est concentré, je suis trompettiste, et il a fait avec humilité, et du coup je crois que c'est ça qui s'entend. Et je suis désolé parce que j'ai digressé, mais ce fameux morceau là qui est en train de se terminer, où Rose et James chantent, en fait il est né dans Soundcheck. Parce que ce qu'ils avaient l'habitude de faire avec le groupe de Rose et James, c'est de
jammer en soundcheck. Il faut savoir qu'en soundcheck avant concert, c'est pratique pour l'ingénieur du son d'avoir les musiciens qui jamment et qui jouent assez longtemps. Ça leur permet de faire leur réglage. Souvent en soundcheck, tu as deux grandes écoles. Tu as l'école du soundcheck, je ne sais pas si je peux dire à l'européenne, où tu as l'ingé son qui demande au batteur, vas-y, fais-moi la grosse caisse pendant 5 minutes, fais-moi la caisse claire en parent. Et j'ai l'impression, moi, de ma petite expérience aux États-Unis, eux, ils sont pas là-dedans. C'est allez-y, jouez tous. Et je fais le son parce que vous allez finir par tous jouer ensemble. Et donc, on a ce qu'on appelle la repisse. La repisse, c'est les sons de tous les instruments qui revont dans tous les autres micros. Et donc, la méthode américaine, c'est vous jouez, et puis moi, je fais le son. Et en général, c'est intéressant de voir un soundcheck comme ça, que j'appelle à l'américaine. C'est que tu entends le groupe jouer pendant 5 minutes, et tu entends le son comment il est au début du morceau, et le son comment il est à la fin du morceau. Et en un morceau, l'ingé son, il t'a fait en son patate. Et tu sens le son comme une matière organique qui évolue. Il fait pas ça de manière séparée. Sans avoir dû déranger chaque musicien un par un pour lui demander de faire son solo. Exactement. Mais en gros, c'est jouer, je vous embête pas et laissez-moi faire mon taf. Quoi. Exactement. Excellent. Et du coup, ils avaient l'habitude d'utiliser des mélodies catchy, soit de jammer, et de faire des choses un peu catchy, sympa pour jammer et s'amuser pendant que l'ingé son faisait son taf. Et ils en sont venus à une fois, ils jouaient un morceau de Roy Ayers, qui est un morceau, Everybody Love the Sunshine, super connu. Et donc ils jamment là-dessus. Et puis Takuya improvise un peu. T'as Rosé James qui se met à poser 2-3 voix. Et en fait, ils font une jam qui surkiffe en fait en soundcheck. Et puis Rosé James se dit, les gars, vous savez quoi, on va le mettre sur l'album. Donc c'est vraiment un morceau de jammé, de soundcheck qui s'est retrouvé sur cet album. Moi j'aurais quand même une question à poser à Takuya, parce que je pense que même entre nous c'est pas clair de est-ce que Takuya cherchait qui produire son album. Allez, je vais pas oser dire ne se faisant pas confiance, mais chercher la validation de quelqu'un pour le produire, pour le conseiller, pour le guider dans son album. Et du coup, c'est tourné naturellement vers Rosé James. Ou est-ce que c'est Rosé James qui a poussé Takuya à faire cet album avec lui? Ça, je me demande vraiment. C'est vraiment une question que j'aimerais. On va lui demander. On va lui envoyer un petit message. Mais je pense, de ce que j'ai compris dans les interviews, c'est qu'il était toujours avec toute son humilité, un peu pas en dessous, mais tu vois, dans cette position-là, et que Rosé James, à un moment, l'a dit, Takuya, c'est ton moment. Maintenant, il faut que tu ailles. Et je pense qu'il l'a vraiment poussé en lui proposant qu'il produise son premier album. J'ai l'impression que c'est dans ce sens-là qu'il avait besoin d'un petit peu une aide, parce qu'il est toujours dans cette position de messager de la culture américaine, mais qu'il n'osait pas encore s'imposer. Et je pense qu'en ayant pris la confiance avec DJ Premier, avec tous ces Ben, et le fait qu'on lui dise, et Rosé James, je pense, ça fait la dernière petite poussette pour qu'il se lance. Mais on lui demandera. Ouais, mais du coup, par rapport à ça aussi, c'est quand on parle de produire, quand on parle de guider sur un projet, c'est qui fait quoi, dans le sens où ça peut être fort différent, ne serait-ce que dans l'écriture des morceaux, dans les arrangements. Et c'est là où les choses pourraient être intéressantes en interview avec lui, c'est de voir un petit peu qui se situe à quel niveau de couche, de quelle manière c'est hyper collaboratif, ou plutôt en mode ou si c'est cadenassé consulting aussi sur certains morceaux, ou, tu vois. Là, je suis très curieux, parce que clairement, dans toute cette recherche sur cet album, le côté Rosé James, que j'avais pas calculé à ce point-là, j'avais bien vu qu'il était sur le projet, mais pour moi, ça fait vraiment prendre son sens à la direction et à la couleur de cet album. Totalement, surtout que, comme tu le dis, ça serait super intéressant de voir si on veut s'imaginer ce qui se passe en studio, à quel moment Rosé James, en tant que producteur dans le studio, il demande à Dave Smith de jouer de telle manière, à quel moment il dit au clavieriste d'utiliser tel effet. Et c'est toutes ces petites touches qu'un producteur peut apporter, en plus de mettre en confiance l'artiste. Et ouais, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses de passer un petit morceau et puis de parler trompette pure? On est parti ou quoi? Ouais, on lance Side C. La face C. Ouais, donc c'est Green and Gold. On passe un peu de musique et puis on laisse un peu tourner. Ouais. Ok.
Alors, on était sur le début de la side C, on est d'accord ? Oui. Donc, c'était Green and Gold. De toute façon, évidemment, vous allez aller réécouter l'album en entier. Alors, on a de plus en plus, avant de se lancer sur la présentation de l'instrument, des doubles albums. Parce que sur un album vinyle, il faut savoir que plus il y a de l'espace pour les basses, le son, c'est des sinusoïdes qui sont gravés sur un vinyle. Plus les sons sonnent. Donc les artistes ont tendance à privilégier d'avoir moins de tracks par face de vinyle et pour avoir en plus joli son. Et du coup, on est obligé de répartir sur plus de vinyle. Ça coûte plus cher, mais on a un meilleur son que de mettre. Il pourrait mettre le max de morceaux sur chaque face. Et du coup, on aurait moins de basses et moins de qualité du spectre, comme on dit, pas d'équalisation, le spectre sonore. Présentation de l'instrument à travers le jeu de Takuya. En fait, Takuya a vraiment un son particulier. Et il a commencé la trompette surtout en regardant son frère qui jouait du trombone. Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors peut-être que je suis à côté, ça serait intéressant s'il lui posait la question. Mais il faut savoir que le trombone a quelque chose de particulier, c'est qu'on voit très souvent les trombones cuivrés. Et j'ai l'impression que c'est une influence qui peut-être inconsciemment l'a fait jouer d'une autre manière la trompette, un peu comme un tromboniste, parce qu'il a commencé en regardant son frère jouer du trombone. Et d'ailleurs, ça a aussi des implications sur cet album, on en reviendra plus tard sur les crédits. C'est une section de cuivre avec trombone et trompette, ce qui n'est pas le plus courant dans le milieu du jazz. On a très très souvent du sax trompette, mais du sax trombone, c'est un petit peu moins courant, alors que le trombone est un instrument incroyable. Et le trombone a cette manière de cuivrer son instrument. Et c'est quoi cuivrer en instrument ? En fait, une trompette, c'est simplement du cuivre. Et quand on souffle dedans, soit tu souffles simplement la quantité d'air pour juste remplir l'instrument, et donc le son va effreuler et ça va faire vibrer l'instrument. Simplement, on souffle, on va donner une force dans la trompette, et à un moment, la trompette va résister parce qu'on la remplit. Tant qu'on la remplit pas, elle va pas sonner incroyable. À partir du moment où on la remplit, là, le métal commence un petit peu à rentrer en résonance. Si tu remplis juste la quantité suffisante pour la remplir, ça va effleurer le métal et du coup ça va faire... C'est ça, ces petits souffles pas terminés qui sont très à la mode en ce moment, ces petits souffles... Non, ça c'est encore autre chose, c'est qu'il y a deux manières de faire du son. Soit je fais du son avec de l'air dedans, ou soit j'essaie de faire juste de la vibration. Ok. Et donc ça on peut doser. Si je souffle d'abord avant d'avoir du son, et puis j'ai du son, je vais pouvoir graduer la quantité de souffle que je mets dans mon air, que je mets dans mon son. Okay. Et donc je peux essayer d'avoir, par exemple, que du souffle. Et puis je peux faire l'inverse, je peux commencer d'abord par du son pour pas avoir du souffle. Donc ça va moins un peu, c'est comme si j'avais en dimmer et que je décide de la quantité d'air que je mets dans mon son. Ça c'est autre chose, mais maintenant le terme cuivré, ça vient du fait qu'on va dépasser le moment où ta trompette elle est remplie. Ton métal il commence à résonner et ça met certaines harmoniques en résonance. Si je vais plus loin, en fait, la trompette elle peut pas accumuler tout cet air. Donc ce qui se passe c'est qu'elle commence à saturer. Okay. Et le métal il commence à vibrer et à vibrer tellement fort qu'il y a des nouvelles harmoniques qui résonnent et c'est généralement des harmoniques aiguës. Et donc c'est ça la différence entre un son cuivré et un son normal, c'est que le son normal, si tu mets juste la quantité d'air qu'il faut pour la trompette, ça va juste être rond et le métal va vibrer légèrement. Si maintenant tu souffles comme en ouf, le métal va commencer à vibrer, à résonner, à saturer et ça va mettre des fréquences aiguës dans l'harmonique et en fait on va avoir du grain en côté un peu plus sale que les trombonistes font régulièrement en fait. Et donc ça, Takuya, il arrive vraiment à le gérer, de passer de l'un à l'autre des sons ronds. Et puis tout d'un coup, il fait saturer sa trompette et tu as ce grain comme ça de saturation de la trompette. Et encore une fois, j'ai l'impression que, mais ce serait à vérifier, peut-être checker un petit peu plus sur toute sa collab avec DJ Premier. Est-ce que ce n'est pas justement sur ce type de prestation que tu en arrives à développer aussi ce style trompette où tu peux te lâcher, où on te demande aussi moins d'être clean dans ton jeu typé jazz, mais tu es là justement pour faire vibrer les choses, tu es là pour revenir sur un gros track de hip-hop, tu es là pour revenir sur des gros scratchs de DJ Premier, et c'est peut-être là aussi où ce son
est né et s'est construit. Mais du coup, ça vaudrait peut-être la peine de justement recheck certaines vidéos pour voir comment il jouait et comment il intervenait, même en étant ce côté sideman dans l'ombre de Primo, voir un petit peu comment il arrivait à se démarquer et quelle était sa touche exacte à lui, quoi. Ah ben ça c'est clair, c'est super intéressant. Écoutez avant cet album comment il jouait. Mais le morceau qu'on écoute là maintenant, c'est typiquement le morceau où il va jouer très doux. On l'entend d'ailleurs. C'est vraiment les morceaux où il va juste remplir sa trompette, ça va être très doux. Et puis d'autres morceaux plus hip-hop, comme tu l'as dit, peut-être il y a DJ Premier, où il va aller faire vraiment saturer sa trompette. Et voilà quoi pour le côté purement de l'instrument. Et je pense qu'en trompettiste, une carrière d'un trompettiste, ça va jouer beaucoup à ça. On en parlait là juste hors antenne avant de se relancer sur la discussion trompette tous les deux. C'est il y a des trompettistes qui n'ont pas une technique de ouf, mais la trompette a ça de particulier, c'est si tu sais faire chanter ta trompette, on dit souvent savoir faire chanter sa trompette, bah en fait c'est gagné. Même si tu joues 4 notes, si tu n'as pas une technique de ouf, c'est ça qui va prendre vraiment le dessus, c'est d'arriver à faire sonner sa trompette. Là où les trompettistes peuvent être méga techniques, mais s'ils ne trouvent pas la manière de faire sonner leur trompette, ça va pas impacter, ça va pas marquer les gens. C'est ça. Et une aparté, mais j'ai un flash comme ça, on parle hip-hop, on parle trompette, et de me rendre compte qu'il y a très peu de projets avec une vibe un petit peu hip-hop, avec ce côté un peu boom-bap, avec ce côté un petit peu dirty qu'on aime, dans lequel on a du saxo. C'est très 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 souvent et quasi même tout le temps de la trompette, que ce soit un Don Albert qui intervient sur un Jazz Mataz, que ce soit ici, enfin que ce soit Art Grove et son projet RH Factory ou RH Factor, ou que ce soit ici tout dernièrement les Polonais de Omasta que l'on a pu voir à Anvers. On est toujours sur de la trompette, c'est vraiment, et je me rends compte, enfin je savais pas pourquoi la trompette, limite pourquoi cette émission, pourquoi ma fille accourt avec toi de trompette, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté un des instruments les plus proches du hip-hop après la batterie, quoi, tu vois, ce côté brut, ce côté direct. On n'est pas là pour adoucir les choses. On est vraiment là pour les renforcer de manière intense et frontale comme ça. Il y a ce côté frontal de la trompette. On n'est pas sur le sax, on n'est pas sur les courbes, on n'est pas là pour amener de la sensualité. On est vraiment là pour amener... c'est cash et on peut pas mentir, c'est ce que je disais tantôt, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui moi me fait vraiment aimer cet instrument, c'est tu peux pas mentir à la trompette. J'ai l'impression que sur d'autres instruments c'est plus facile, sur une batterie, en piano, il y a toujours le toucher évidemment, même sur un batteur il y a le toucher. Là on écoute Nate Smith, forcément il y a un toucher qui peut être incroyable, mais il y a un côté où j'ai l'impression que tu peux plus faker mauvaise humeur, colère, frustration, ça va moins s'entendre. L'instrument comme la trompette, c'est comme un pote que tu croises en rue, tu vas le savoir s'il le connaît bien, à son timbre de voix, tu vas directement sentir, il peut pas te mentir. Après, il y a toujours des gens très forts pour masquer. Et la trompette a ce côté où dès que tu souffles dans ta trompette, c'est la prolongation de toi-même et c'est terminé. On peut directement savoir dans quel état, dans quel type de caractère et personnalité. Moi, je vois à travers tous mes élèves que j'ai, c'est super incroyable de voir après seulement 3-4 cours, de pouvoir cibler des choses que je suis pas censé savoir sur la manière dont ils se comportent dans leur travail et de voir des problématiques qu'ils ont dans leur personnalité et leur personnalité dans leur milieu professionnel, et de voir à travers la trompette ce que ça va impacter, que le camp qui en réunion n'ose pas trop intervenir, qui est un peu discret, qui n'ose pas s'assumer et pas s'imposer, ça va s'entendre directement à la trompette, et le fait de travailler sur la trompette va parfois même régler certaines problématiques d'une personnalité. Parce qu'à la trompette, si tu veux pas assumer, ben, c'est un problème. C'est un instrument, c'est physique, c'est un tube, tu dois le remplir d'air. C'est ça. Donc ton idée, tu es obligé de pas faire de pause, quoi. Si je caricature, je vais me mettre en mode Seb. Non, si j'exagère le trait, c'est un peu la trompette, tu es obligé de vomir ton idée. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire quand parfois tu dis c'est important de parfois un peu exagérer le trait pour faire comprendre les choses. C'est un peu ça la trompette. C'est que ton idée c'est pas bonjour. En fait, je joue la trompette, c'est impossible la trompette. C'est tu dois sortir le truc, quoi.
Tu peux pas. Mais je dis souvent ça, mais parfois avec le sax aussi, il y a vraiment certains musiciens, tu as l'impression qu'ils rappent à travers leur instrument. Donc quand tu parles de vomir ton idée, pour moi, il y a vraiment ça aussi. Il y a vraiment ce côté, les tripes d'un rappeur, d'un MC qui sortent par le mic. Ben, par moment chez certains musiciens. Alors pour le coup, c'est pas du tout le cas ici avec un Takuya sur ce genre d'album où justement il reste posé et il laisse peut-être la batterie amener ce côté kick, ce côté un petit peu plus puissant. Lui, il a vraiment sa place et il est fidèle à son jazz. Mais on a parfois justement des musiciens, trompettistes ou saxophonistes. Ben, un Shabaka Hutchins à l'époque où il faisait pas de la flûte et où il était sur le sax, t'avais vraiment l'impression d'avoir un MC sur scène. Il sortait des sons au sax que t'as pas l'habitude, ou en tout cas qui ne font pas partie de la norme, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais, non, c'est super intéressant ce prolongement de l'homme dans l'instrument. Dans l'instrument. Est-ce qu'on met une petite partie dans le dernier morceau avant de terminer sur peut-être notre prochaine émission et sur les crédits de cet album aussi? Ouais. Allez, Ok. let's go. Shabaka. On met Sunshine. Allez, let's go. La version Harmon Jaune. Sometime, somewhere. Non, là, je l'ai pas le Sunshine. Merde, on l'a déjà mis. Sinon, c'est Side D et c'est le morceau Call. Là, j'ai Call. Ah bah on est parti pour Call. Et c'était cool. Rising Sun, c'est la fin de cette émission. Trompette Mania,
Takuya Kuroda, l'album Rising Sun, sorti sur Blue Note Records. Alors quand même, on va parler des musiciens, en tout cas les cités. On avait Solomon Dorsey à la basse percussion et au backing vocals. On avait Roy Ayers, qui n'est pas dessus évidemment sur l'album, mais qui a composé des morceaux de cet album. On a Nate Smith à la batterie, on a Chris Bowers au piano électrique et au synthé, on a Lionel Loueke à la guitare, on a Corey King au trombone, et on a Rosé James qui produit et qui est aussi sur les voix de Everybody Loves the Sunshine. Et super première émission. Et peut-être déjà le moment de teaser notre seconde émission. Qu'est-ce que tu en penses? On a encore peut-être des choses à dire sur cet album. On peut parler de la suite, parce qu'ici clairement on a une émission où on était où on a découvert un album. L'idée, c'est de pouvoir avoir des émissions où on a des invités et où on fait découvrir un album à un invité. Et de voir peut-être de quelle manière cet invité rebondit sur cet album, ou si l'invité a trop de choses à dire sur sa carrière, parler tout simplement de sa carrière. Donc le prochain invité, tu as quelqu'un en tête? Alors oui, j'ai Richard Rousselet, ça me tenait à cœur depuis un moment. J'avais envie de reparler de trompette, de faire une émission. Toi, tu es venu avec cette idée. Enfin, je suis super content d'ailleurs. Merci pour d'avoir insufflé cette dynamique, parce que franchement, c'est super chouette pour moi de faire cette émission autour de la trompette, qui est un de mes amours, une de mes passions. Et Richard Rousselet, ça me tenait à cœur, parce que Richard Rousselet, déjà, c'est un de mes tout premiers professeurs de trompette. C'est pas le premier, mais en tout cas celui qui a débuté mon cursus quand j'étais au Jazz Studio et que je cherchais un petit peu ma voix. Et surtout, parce que ça, je parle de moi, on s'en fout, surtout Richard Rousselet, c'est un des premiers formateurs du jazz et la trompette en Belgique, en sachant que le conservatoire, c'était classique jusque très longtemps, et le conservatoire de jazz de Bruxelles, il est né assez, il n'y a pas tant d'années que ça, hein. Je vais peut-être dire des bêtises, mais on est sur une tranche de 15, 20, 25 ans, trucs comme ça. Avant, c'était que conservatoire classique. Et la personne qui a lancé la partie jazz, c'est Richard Rousselet, qui était le premier professeur de trompette jazz au conservatoire de Bruxelles, et qui est celui qui a formé tous les professeurs. Moi, j'ai eu Richard Rousselet comme professeur, et puis j'ai eu d'autres professeurs qui étaient eux-mêmes des élèves de Richard Rousselet, si tu veux. Donc il y a un peu 3 générations, j'ai envie de dire. Et Richard Rousselet, celui qui a formé les professeurs. Maintenant, d'ailleurs, Michel Paré, qui est le professeur du conservatoire jazz actuel de Bruxelles, est un ancien élève de Richard Rousselet, toutes ces générations. Il y a Olivier Baudson aussi, qui va être, j'espère, en prochain invité, qui est également en élève de Richard Rousselet. Richard Rousselet qui a 85 ans. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. On va aller chez lui, c'est l'idée. C'est toi qui as proposé ça. On va aller chez lui, et ça va être génial, parce que c'est quelqu'un qui respire la trompette, qui respire la musique. J'ai l'impression qu'il a sacrifié toute sa vie. Enfin, sacrifier, ça sonne un peu péjoratif ou triste, mais non, il est vraiment. J'aime bien cette idée de sacrifier sa vie, de tout donner pour. Ouais, et quand il parle de la musique, il parle avec passion, et il a une carrière assez incroyable. Il a travaillé avec Marc Moulin dans Placebo. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes. On en parlera avec lui pour cette deuxième émission. À voir quel album on veut lui faire découvrir. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire sur cet album. Et donc l'idée, c'est le grand maître en numéro 1, et ensuite ses élèves. C'est un petit peu ça la direction. Je me disais que oui, c'est ça, c'est bien de partir d'abord sur vraiment d'où a commencé la pédagogie de jazz en Belgique, et puis après aller sur, comme tu dis, les élèves, les nouvelles générations en Belgique, et puis j'espère, et je pense qu'on a tous les deux cette envie, après de pouvoir interroger et interviewer des trompettistes comme Takuya Kuroda, comme Theo Crocker, toutes ces générations, qui, même s'ils sont des trompettistes internationaux et reconnus, ça reste quand même encore de la niche, la trompette. Et donc, si notre émission est assez impactante et assez qualitative pour eux, de pouvoir se permettre de les avoir en invité, ça serait top, quitte à se déplacer en backstage de Flaget ou d'autres salles ou du Sun Jazz Club. Let's go. Oui, après l'idée serait peut-être aussi de voir comment on peut rajouter une couche à ces émissions que l'on fait, en allant peut-être juste chercher quelques minutes
Ça peut être pas mal aussi, tu vois, on fait notre émission et on se rend compte qu'on a 2-3 questions à poser qui peuvent vraiment finaliser l'émission et aller les chercher en direct Sans pour des petits fragments sans pour autant prendre une heure à un international qui n'a pas le temps, qui préfère aller manger une gaufre à la Grand Place que de venir s'asseoir avec nous. Ça ferait mal au cœur. Je préfère la Grand Place et une gaufre à 15 €, ça ferait mal au cœur. Mais non, oui, et puis il y a peut-être aussi le fait de garder des émissions pour nous, comme celle-ci, où on se concentre à deux autour d'un album coup de cœur. Donc je pense qu'on va aussi peut-être voir comment rythmer un intervenant qui aura beaucoup de choses à nous dire, et notre envie à nous de creuser juste un projet, album. Nos gros kiffs. Là on a 5-6 albums qui sont prêts. Voilà, en tout cas déjà hâte de faire la prochaine émission parce que cette première a été un beau moment pour moi en tout cas. Moi aussi, voilà. C'est du moment de kiff. On fait tout ça pour ça. Bah ouais, c'est clair. Si on avait 2 heures, moi j'écouterais tout en entier. On pourrait même passer une après-midi là-dessus, mais bon. Après, on l'a déjà bien écouté. Aller bosser. Ces derniers jours, je pense qu'on l'a usé. Mais moi, pas encore tant que ça. J'ai beaucoup écouté, en fait, finalement, pas cet album-là, mais tous les albums et toutes les performances qui l'ont justement façonné. De Bad Band, les interventions avec Rosé J, mais j'ai écouté tout ce qu'il a fait un petit peu avant et ses lives. J'ai essayé de trouver des lives de cet album. Ça, je trouvais ça intéressant et j'en ai pas trouvé tant que ça. De voir comment il traduit, et ça sera aussi un sujet de discussion pour des prochains albums. C'est de voir, il y a la production album et il y a le live. Et parfois, tu as l'impression que c'est en copier-coller. Parfois, c'est deux entités séparées et ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, non, super intéressant. Là où tu as des musiciens qui sont pas des trompettistes comme Mac Miller, où l'album et le live, ça n'a rien à voir. Comme Mac Miller. Ouais, Mac Miller, pas Mac Miller, je dis n'importe quoi. Mac Miller, en plus, il est décédé. Je parle pas du rappeur, je parle du bassiste, joueur de clarinette basse, Marcus Miller. Là où c'est live, c'est incroyable, et ces albums, c'est radio edit, c'est propre de ouf. Tu cherches ça un petit peu chez tout le monde normalement. Je veux dire, le principe du live, là on parle surtout de jazz. Moi, si je vais voir un concert pour avoir un copier-coller de l'album, je veux être remboursé. On s'attend quand même à avoir certains moments où ça s'emballe, certains moments où il se passe vraiment quelque chose. Enfin, vivre l'instant présent, que les musiciens nous proposent quelque chose qui se passe. Mais moi je suis d'accord. Après, il y a des gens qui aiment bien écouter, être dans le concert et avoir l'impression d'écouter l'album. Ils trouvent ça chouette aussi. Mais ça, c'est la pop. Je pense qu'il y a aussi des groupes qui n'ont pas la possibilité peut-être oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est plus rare dans le milieu de jazz, j'ai l'impression. Mais c'est pour ça que j'ai assez de curiosité d'aller voir les lives de cet album Rising Sun. Et il n'y a pas tant d'images que ça. Je pense que c'est il y a 10 ans aussi, tu vois. Donc la carrière de Takuya a décollé à partir de cet album. Et puis ça coûte comme cher de se faire toute une captation. Donc, je pense que ça fait sens qu'il n'y avait pas les moyens à l'époque. Mais en tout cas, je ne sais pas trop en termes de date où on en est, où on en sera. Mais Takuya vient très bientôt à Flagey, là, le jeudi 13, je pense. Donc voilà, si vous entendez ce message avant le concert, le jeudi 13 novembre. Foncez à Flagey Studio 4, un son incroyable, un musicien incroyable, et nous on y sera. Allez, merci Seb pour cette émission, et puis on va laisser terminer ce morceau pour quitter l'émission. Voilà, merci à toi aussi, à bientôt. Ciao. Just easy.